Écoutez, merci de m'avoir invité pour cette journée du patrimoine. Hein, j'ai laissé Salon pour parler ici Craponne, parce qu'effectivement, c'est le sujet qui, depuis longtemps, m'intéresse. Hein. Moi, j'ai donc fait ma thèse là-dessus. Je suis docteur en histoire et tout ce qui touche autour du thème de l'eau, de la maîtrise donc de l'eau en excès ou en manque. Ce sont des sujets sur lesquels je travaille depuis quelques années en tant qu'historienne. Alors c'est vrai qu'aussi étant maintenant, ayant une casquette supplémentaire en plus d'être prof d'histoire, je suis maintenant élue sur Salon et je découvre également d'autres aspects de la maîtrise de l'eau au quotidien, d'autres aspects en lien notamment avec l'ensemble du monde agricole et au-delà du monde agricole, notre gestion de l'eau. Et c'est pour ça que le titre patrimoine, bien Journée des patrimoines, c'est un patrimoine, hein, vous l'avez très bien dit, mais c'est aussi un patrimoine qui ne doit pas être regardé comme quelque chose de figé, comme un musée, mais bien sûr comme un patrimoine qui est dans la durée. Et depuis quelques années, c'est sous cet aspect-là que j'insiste quand je fais des conférences, ou qu'elles soient à Paris ou ailleurs, pour montrer que dans le Midi, nous savons depuis longtemps maîtriser l'eau. Et c'est un exemple que l'on peut porter aujourd'hui dans bon nombre de pays, et c'est cette idée-là que j'essaie de véhiculer. Alors, le canal de Craponne, comme le nom l'indique, on le doit à ce personnage Adam de Craponne. Qui est-il? Quelles sont ses origines? Pourquoi s'est-il intéressé à cette question de l'eau? Tous les documents que j'ai pu consulter en archives, que ce soit sur Salon, que ce soit aux archives départementales à Marseille, ont convenu de lui donner comme période de vie 1526-1576. C'est dans la généalogie, alors, oui, donc c'était pour vous dire que je vous parlais d'abord du canal de Craponne, du transfert donc de l'eau de Durance, des techniques de maîtrise de l'eau, et puis d'autres canaux, parce que le canal de Craponne est un canal modèle. Adam de Craponne a des origines italiennes, pisanes par son père, mais au XVIe siècle, il est déjà en Provence depuis longtemps, hein, sur Salon, et tout pense à croire, même si là, sa famille était sur Montpellier dans un premier temps, tout pense à croire effectivement qu'il est né à Salon, même si les archives ont brûlé concernant les actes paroissiaux de cette période-là. Et il a grandi donc dans la ville de Salon. Il a deux sœurs, Jeanne, Catherine, Frédéric. Il est élevé donc avec sa fratrie essentiellement par la famille de Marc, qui est la famille maternelle. Son père meurt en voyage en Méditerranée assez tôt. Alors, Adam de Craponne vit à Salon en ce XVIe siècle. Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup de réchauffement climatique, mais quand on regarde l'histoire du climat, le roi Ladurie a très bien travaillé là-dessus, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes de réchauffement, il y a eu des périodes de refroidissement. Et en particulier donc au XVIe siècle, c'est une période où ici, notamment en Provence, on rencontre d'importants étés secs, mais pas que les étés,
les hivers, parce que quand on parle de notre climat méditerranéen, c'est vrai qu'on pense aux étés chauds, secs, mais pas que. C'est aussi normalement l'hiver, le printemps, les périodes de pluie qui viennent gonfler notre sol, mais on a aussi ces périodes de sécheresse printanière et hivernale qui sont aussi très difficiles à supporter pour l'agriculture. Et donc, Adam de Craponne, au XVIe siècle, traverse cette période-là de sécheresse. Alors, l'idée de dériver l'eau de la Durance. Alors, d'abord, il faut voir sur Salon. Voilà, merci. Sur Salon, donc, Craponne donc, a, j'allais dire, des petites exploitations, des terres donc, qui sont cultivées par des fermiers. Et l'eau existe, elle était déjà utilisée par les rivières, les cours d'eau locaux, la Touloubre, et on a depuis le Moyen-Âge un règlement sur la rivière Touloubre pour pouvoir dériver l'eau de cette Touloubre pour les moulins et pour l'arrosage. Mais bien entendu, avec cet excès de sécheresse, l'été, eh bien, on manque d'eau. L'idée d'aller chercher l'eau en Durance, pourquoi ? Parce que la Durance, elle a un régime donc alpin, et donc l'été, il y a de l'eau grâce à la fonte des neiges et la fonte des glaces. Donc l'idée, c'était effectivement de trouver une rivière qui ait suffisamment d'eau donc l'été. Et c'était un projet qui existait déjà au XIIe siècle, puisque l'archevêque, à l'époque l'archevêque d'Arles, Salon appartenait à l'archevêché d'Arles, avait pu obtenir l'autorisation de dériver l'eau de la Durance. Sauf que, donc ça c'était 1167 à peu près, sauf que ça ne s'est jamais concrétisé. Construire donc un canal, ce sont des moyens techniques, c'est un réel besoin, c'est aussi des moyens financiers. Alors, le Craponne... Ah, ça ne marche plus, je ne suis pas appuyée. Voilà. Craponne, qui est-il? Ce personnage, donc, que l'on a appelé ingénieur. Mais vous savez que ingénieur aujourd'hui, c'est une formation, donc on a un titre d'ingénieur. À cette époque-là, au XVIe siècle, il n'y a pas encore eu l'école des ponts et chaussées, ça, il faut attendre le XVIIIe siècle. Ingénieur, c'est une distinction que le roi accorde à une personne. Alors généralement, les ingénieurs, ceux qui sont nommés ingénieurs par le roi, ce sont ceux qui ont eu un certain nombre d'actions dans le domaine militaire. Les ingénieurs jusqu'à l'école des ponts et chaussées, ce sont des ingénieurs nommés par le roi parce qu'en matière militaire, ils ont eu effectivement des actions particulièrement remarquables. Et c'est vrai que Craponne, très tôt, par son oncle maternel Marc de Tripoli, entre donc au service du roi Henri II, et il entre donc j'allais dire, autour des ingénieurs des fortifications. Et c'est comme cela que, vous voyez là, un certain nombre d'inventaires de lieux où on a pu voir Craponne œuvrer de diverses manières. Vous voyez notamment aux fortifications de Metz. Fortification de Metz, c'est au moment où la France se bat contre Charles Quint, on est en 1552. Alors, concrètement, je dois vous dire, pour avoir essayé de trouver la présence de Craponne là, il était sans doute, j'allais dire, dans les ingénieurs subalternes. Ce n'était pas encore quelqu'un de très au-dessus des compétences. Mais c'est important, parce que là, il va, j'allais dire, un petit peu améliorer ses connaissances techniques. Et c'est ce qu'on va voir dans les techniques de maîtrise de l'eau, c'est-à-dire un savoir-faire militaire qui va passer à un savoir-faire civil. Donc c'est important de voir, j'allais dire, comment il a fonctionné. Alors en tout état de cause, quand vous regardez cet inventaire, Craponne devient très rapidement
l'homme spécialiste de la maîtrise de l'eau. Que ce soit en excès, on le voit sur des projets à propos des marais d'Arles, Tarascon, qui ont été l'objet de grands conflits entre les Arlésiens et Tarasconnais en disant qui inonde qui. Donc il a fait un certain nombre de propositions sur les étangs de Siti Sepura près d'Istres. Donc il intervient parfois sur des solutions pour maîtriser l'excès d'eau et également sur les solutions pour apporter de l'eau. C'est aussi celui qui, le premier, fait le projet de ce qui est devenu par la suite le canal du Midi, réalisé un siècle après lui par Pierre-Paul Riquet. Il fait tout un projet, effectivement, pour pouvoir relier donc la mer Méditerranée à l'océan Atlantique. Et il a trouvé à ce moment-là de prendre l'eau de par les écoulements donc, de la montagne Noire. C'est un projet qui n'avait pas été réalisé, non pas parce que le projet n'était pas techniquement fiable, mais parce qu'il n'y avait pas eu le pouvoir politique et financier pour le porter, alors qu'un siècle après, Pierre-Paul Riquet va véritablement porter le projet. La fin de la vie de Craponne, c'est sur Nantes. Alors, la légende, comme beaucoup de légendes, parce que c'est vrai qu'on a peu d'éléments très précis sur sa vie, dit qu'il a été empoisonné par des ingénieurs italiens jaloux. Ça, c'est assez classique. Hein, la jalousie des Italiens, vous savez, on est dans ce contexte, Catherine de Médicis, hein, vous voyez, donc les Italiens qui mènent le jeu, on est dans ce contexte-là. Alors, donc, on est allé fort là-dessus. Aurait-il travaillé aux fortifications de Nantes parce que c'est vrai qu'il y a eu plusieurs ingénieurs qui ont été appelés là-dessus. Je ne sais pas. Par contre, j'ai trouvé effectivement sur le lac de Grandlieu tout un projet fait par lui, un projet, mais on pourrait dire, tiens, d'actualité, parce que non seulement c'est maîtriser le lac dans ses lieux de débordement, mais c'est aussi faire de ce lac un lieu pour la production de pêche, de roseaux. Donc il y a également dans l'esprit du développement durable, hein, vous voyez, donc je fais le va-et-vient avec aujourd'hui sur la longue durée, il avait prévu un aménagement du lac avec des intérêts économiques. Et là, j'attire l'attention, souvent au XIXe siècle, on fait de Craponne le bienfaiteur. Oui, ça a été un bienfaiteur puisqu'il a amené de l'eau. Mais c'est un bienfaiteur qui a une vision aussi dans l'aménagement du territoire. C'est aussi un homme d'affaires et qui dit, il ne suffit pas d'amener de l'eau pour amener de l'eau, mais qui a un intérêt économique. Hein. Et les gestionnaires aujourd'hui des canaux, les personnes qui ont en charge la gestion d'un territoire, un élu, monsieur le maire, il faut bien sûr qu'il y ait un intérêt économique, hein, il faut qu'un fonctionnement dans une région puisse être intéressant de ce point de vue. Alors, donc, après avoir vu... alors, si j'appuie pas où il faut, ça pose problème. Voilà. 1554... Craponne, donc, qui avait été auprès du roi Henri II, obtient de lui, ce 17 août 1554, cette fameuse autorisation de dériver l'eau de la Durance. Il ne faut pas oublier que à cette époque-là, avant l'édit de Moulins de 1566, les rivières sont propriété du roi, en l'occurrence le comte de Provence. Le roi est aussi comte de Provence. Donc il obtient, vient donc la chambre régionale d'Aix, l'autorisation de dériver l'eau de la Durance. Et vous savez que c'est un texte fondamental. Aujourd'hui encore, on est toujours sur ce droit d'eau. Ce droit d'eau à suffisance. Qu'est-ce qu'on met derrière? On ne met pas une quantité, on met qu'il peut dériver l'eau à suffisance. Vous voyez qu'aujourd'hui, dans les débats pour savoir si l'eau elle va aller à l'EDF, aux agriculteurs ou autres, c'est un sujet important. Donc c'est le point de départ
de la construction du canal. Alors, construction du canal qui... voilà. Construction du canal, quel est le canal qu'il va construire? Je vous l'ai dit, son idée majeure, ça a été d'aller jusqu'en Durance, donc prendre et de trouver le lieu le plus opportun. L'objectif pour lui, c'est de conduire l'eau à Salon. Avec, on va le voir, l'objectif, c'est les moulins pour lui. Prendre l'eau en Durance, c'est de trouver effectivement le lieu qui convient le mieux. Or, la Durance, c'est une rivière qui a un lit divagant. Hein, vous avez des méandres, tantôt le méandre il va être sur la rive droite, sur la rive gauche, ça c'est le premier point. Et puis la Durance, c'est pas un long fleuve tranquille, c'est aussi un fleuve très capricieux. D'ailleurs, quand Craponne conduit l'eau à Salon et qu'il dit qu'il va prendre l'eau de la Durance, c'est l'effroi total, en disant, mais il va nous amener l'eau, il va nous inonder. On avait peur de la Durance à l'époque. Vous savez, les trois grands mots de la Provence à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est la Durance parce qu'elle noie, le Mistral qui décoiffe, il détruit tout, hein, c'est toujours réel. Et troisièmement, le Parlement, les impôts. Ça n'a pas vraiment changé hein, quand on regarde aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, il faut trouver le lieu qui convient. Et donc, le lieu qui convient à l'implantation de sa première prise, c'est effectivement Pibérard. Je vais y revenir dans un instant. Donc, premièrement, donc, le tracé qu'il fait, c'est effectivement jusqu'à la trouée de la Manon pour arriver donc jusqu'à Salon. Dans un deuxième temps, le canal de Craponne connaîtra une autre création avec la branche d'Arles. Alors, il en a dessiné le projet, mais ce n'est pas lui qui va le réaliser. Ce sont ceux qui ont travaillé à ses côtés, les frères Ravet. Et il faut voir que lorsque le premier canal a été construit, Arles va réclamer, Istres, donc il a fallu ensuite, effectivement, agrandir la branche mère, donc à peu près 23-25 km à peu près, qui est la première branche la plus importante. J'attire simplement l'attention sur le fait suivant. Vous connaissez le canal EDF. Eh bien, le canal EDF emprunte ni plus ni moins que le tracé initial de la branche mère. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, les ingénieurs ont trouvé qu'en fait, ce tracé-là, c'était celui qui convenait mieux. Pourtant, au XVIe siècle, les cartes topographiques, courbes de niveau, tout ça n'existait pas. Alors moi, je me suis longuement posé la question sur les techniques. Alors, on est un ingénieur de la Renaissance, Léonard de Vinci, j'ai épluché là, j'ai dit, il doit y avoir des instruments particuliers. Et un jour, je tombe sur un texte, parce que le pauvre Craponne a eu quand même beaucoup de déboires financiers, s'est retrouvé bien souvent ruiné, coincé. Et un jour, je trouve un texte sur le contenu de sa valise. Il est bloqué à Nice, enfin plus exactement, on garde en gage sa valise parce qu'il n'a pas payé ce qu'il fallait. Et donc, j'ai tout le contenu. J'ai dit, super, je vais voir s'il y a des instruments en particulier. Rien. Par contre, je sais qu'il était habillé de noir, par exemple. Je sais qu'il avait des armes. Donc, à l'époque, bien sûr, on pouvait, pour se déplacer, il fallait bien sûr se protéger. Les temps n'étaient pas des plus sûrs. Mais pas d'instruments particuliers. Alors, la technique de la construction du canal, quand même, à cette époque-là, aujourd'hui, les ingénieurs, maintenant, c'est l'ordinateur, on dessine. À cette époque-là, c'est par l'expérience, par le concret, qu'on voit si un projet est valable. Et donc, première étape, 1557, il fait ce qu'on appelle un canal d'essai. C'est-à-dire qu'il va faire une petite rigole, de Salon jusqu'à la Roque, hein, donc une petite rigole et pas très profonde, pour mener l'eau à Salon et pour dire, regardez ce que je suis capable de faire. Pour après avoir quoi? Faire appel aux finances des investisseurs, et notamment les consuls de la ville de Salon vont effectivement voter, alors on dirait aujourd'hui une subvention, pour aider à l'élargissement du canal. Autrement dit, la technique, c'est essentiellement celle-là.
on fait un canal d'essai. Il n'y a pas d'instrument particulier. C'est essentiellement un savoir-faire empirique. D'ailleurs, les personnes avec qui ils travaillent, tout à l'heure j'ai dit, ceux qui vont continuer la branche d'Arles, ce sont les frères Ravel. Les frères Ravel qui sont de l'autre côté de la Durance, de Lourmarin, ce sont tout simplement, on les appelle des aniveleurs. Ils ont le sens de niveler un terrain, comme bon nombre d'agriculteurs savaient le faire autrefois avec une pelle, avec un peu de bon sens en regardant le sol. Ils ne savaient ni lire ni écrire, mais ils savaient par contre utiliser concrètement un niveleur, et c'était écrit ne sachant ni lire ni écrire au bas des textes de Ravel. On en discutera, monsieur. Je vous montrerai le document. Alors, quand on dit sachant ni lire ni écrire, ça ne veut pas dire ne pas savoir écrire son nom. Ça, oui, on sait écrire son nom. Mais c'est ne pas avoir la maîtrise, notamment, des connaissances littéraires classiques, comme le quadrivium, par exemple. C'est ça, ne pas savoir lire et écrire. Hein, on a rodé. Alors, on continue là-dessus. Ah oui, là je voulais vous montrer une très très vieille carte, c'est une des plus vieilles que j'ai pu trouver aux archives de la Méjeanne, qui date du XVIIe siècle et qui permet de voir justement, donc ici vous avez le rocher Barcot. Dans l'histoire du canal, on a eu en fait en Durance uniquement 4 prises. Pibérard, Barcot donc près du pont de Cadenet, on a eu celle de près de Janson, et la dernière, Gontard, qui reste aujourd'hui. Des documents d'archives très intéressants aussi à l'œuvre générale de Craponne à Salon. On a tout un fonds de cartes comme cela qui ont été élaborées au XIXe siècle. Et vous voyez, quand je parlais du méandre de la Durance, toute la difficulté consiste effectivement dans ce transfert d'eau de dériver la Durance, mais sans faire de barrage fixe, pour ne pas inonder les riverains de part et d'autre. Donc, la technique consiste à faire donc un chenal, pouvoir dériver l'eau jusqu'au canal, et donc on a un système de barrage mobile. Ces barrages mobiles se composent de ce qu'on appelle des chevalets, du bois donc sous forme de trépied, entre lesquels on mettait des fascines, c'est-à-dire des fagots, et même des gabions, techniques militaires. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ingénieur militaire. Des gabions, c'est-à-dire en fait aujourd'hui des grillages dans lesquels on met des pierres. C'est la technique donc qui est employée jusqu'à la construction du canal EDF. Il faut bien voir que du XVIe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, on a en Durance des gardes, des personnes qui gèrent donc ces barrages-là. Et lorsqu'il y avait par exemple, j'allais dire un coup d'eau important qui emportait les barrages, il fallait immédiatement pouvoir se jeter donc dans le lit de la Durance pour refaire ces barrages. Donc, le canal, c'est d'abord une technique de barrage. Alors, je précise quand même qu'au Moyen-Âge, existe des dérivations de rivières, que ce soit de la Durance, et le canal le plus vieux, c'est le canal Saint-Julien qui conduit l'eau à Cavaillon. Donc, on connaissait les maîtrises donc, de dérivation de l'eau. On en a aussi dans les Pyrénées. Donc, ce sont des techniques connues. La nouveauté avec le canal de Craponne, c'est que là, on va gérer une rivière capricieuse. Vous voyez là les derniers barrages qui pouvaient exister. Vous avez à droite les vestiges et vous voyez l'eau qui arrive. Et vous voyez donc ça, ce sont les derniers barrages qu'ont pu faire les gardes donc, au milieu du XXe siècle. Par contre, la nouveauté, c'est qu'il va donc créer un canal, un gabion. Hein? Il y en a là, c'est sur les bords donc, de la Durance. Voilà, donc technique militaire, mais technique connue. L'important, c'est
la maîtrise de l'eau donc en amont. Et donc dès le début, là ici on est à Gontard, dès le début c'est de créer un système de vannes pour pouvoir régulariser l'eau. Si on veut l'eau, si on ne la veut pas, donc on mesure les débits. Et donc Craponne est le premier à construire ce système de martelière appuyé sur un éperon rocheux, pour pas que la Durance puisse effectivement endommager la construction. Donc ça, c'est la dernière martelière donc, qui a été construite au 19e siècle, en 1847. La dernière, donc, aujourd'hui, eh bien, elle est bien souvent cachée sous des ronces. Bon, mais elle existe quand même. Hein. Il y a quelques années, on avait des images un petit peu mieux, on avait nettoyé. Et aujourd'hui, vous savez, il y avait eu quelques années, c'était il y avait des chevaux, il y avait des personnes qui y habitaient et qui permettaient de l'entretenir. Aujourd'hui, la mairie de La Roque voulait en faire un lieu de culture. Et puis bon, c'est pas encore au point. C'est pas évident. Donc voilà, la dernière martelière de Gontard. Je parle de maîtrise de l'eau. Tout au long du canal de Craponne, puisqu'il décide de véhiculer de grandes quantités d'eau, c'est maîtriser aussi l'eau dès la prise en Durance, comme on l'a vu, mais tout au long du canal aussi, c'est d'avoir des systèmes de vannes qui permettent donc soit de dériver l'eau là où il y en a besoin, soit par exemple, de faire ce qu'on appelle des coups perdus. Et là, on n'est pas très loin donc de Pibera, la martelière d'Audibran. C'est un dessin qui vous montre là que le but était à certains moments de redériver l'eau en Durance lorsqu'il y avait un trop-plein. Tout ceci pour vous dire qu'il a pensé en matière donc, de maîtrise de l'eau un certain nombre donc, de martelières tout le long. Voilà les vestiges de la martelière d'Audibran, donc, qui est en parallèle du canal EDF aujourd'hui. Hein, et qui a servi jusqu'au milieu du XXe siècle, puisqu'on a de manière régulière des devis pour l'entretenir. Hein. Autre vestige que vous pouvez connaître en allant à La Roque, c'est cette noria. Hein, système donc connu hein, depuis l'Antiquité, hein, qui était sur le canal du Moulin, parce qu'à La Roque il y avait donc un moulin, système donc pour permettre de prendre l'eau dans le canal et d'irriguer les terres qui étaient un petit peu plus en amont. Hein, et donc le principe de la noria, là, cette noria existait dès le XVIe siècle. Alors je passe du XVIe à aujourd'hui pour vous dire qu'aujourd'hui, on a peut-être des techniques différentes de prendre l'eau dans le canal EDF, comme vous le voyez sur la diapositive en haut, mais c'est aussi une maîtrise de l'eau. Aujourd'hui encore, les gardes vont soit par le système au point Y du canal usinier, là-bas on est sur Alès, soit là vous avez un système de prise à cloche, on va dire un système comme de chasse d'eau pour résumer, soit des modules à masque. Alors ce ne sont plus des vannes en bois comme on avait au XVIe siècle, mais en fait on maîtrise l'eau aujourd'hui de la même manière. Même si on est passé du bois au fer avec des systèmes un petit peu plus sophistiqués, ben, ça reste tout de même une même maîtrise de l'eau. Alors, autre élément, c'est par exemple la surveillance, le relevé quotidien avec les limingraphes, comme on le voit là. Là, on est sur une autre branche du canal. C'est pour montrer justement, quand je dis développement durable et succession. Autre lieu qui est important, si vous vous rappelez sur la carte, l'eau, on la prend donc en Durance et on arrive ici à la Manon, qui est effectivement une trou importante. Il faut déjà partager l'eau. Pourquoi? Parce que dès le XVIe siècle, on a une branche qui va à Aiguière, puis ensuite, qui va à Aiguière et puis ensuite à Istres, avant celle d'Arles. Et donc,
l'idée est de partager l'eau. Et à cet endroit-là du bassin de la Manon, que vous pouvez connaître, puisqu'en 1954 a eu lieu donc cette création du bassin et cette statue de Craponne. Donc on est au niveau des 4 chemins à l'entrée donc de la Manon. Vous aviez un premier partiteur. Un partiteur, c'est un lieu, un bassin, où on a un niveau qui est fait, et ensuite on a les diverses vannes pour donner les quantités d'eau. Parce que ça, c'est aussi important. Dans tous les textes, lorsque Craponne signe chez le notaire donc des droits d'eau, il doit effectivement distribuer la quantité prévue. Et on parle donc à cette époque-là en termes de moulants. Hein, c'est l'unité qui correspond. Alors, chez Craponne, c'est 250 litres seconde. Chez Boisgelin-Craponne, chez Boisgelin, c'était 265. Donc, le bassin de la Manon pour vous parler de partiteur. Alors, je saute là aussi sur une période récente, puisqu'on parle de partiteur. Alors, on n'est pas à la Manon, là, on est au domaine enfin, pas très loin du domaine du Merle, sur la commune de Salon. Hein, pour ceux qui peut-être seraient allés au salon des agricultures l'année dernière, au domaine du Merle, on n'est pas très loin. C'est pour vous montrer justement un partiteur, qu'est-ce que c'est. C'est un petit peu comme un lieu où on a, vous regardez là c'est le canal du Congrès, et là vous avez le canal de Craponne. Vous avez ce grand bassin, c'est un petit peu comme une gare de triage. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez une multitude de canaux ensuite qui partent, et vous avez les débits voulus. Petite anecdote. Là, ici où je suis, il y a l'autoroute qui passe. Hein, l'autoroute Salon qui va à Arles, pour ceux qui le voient. Quand l'autoroute a été construite, on a regardé les plans et l'autoroute devait passer là. Quand ils ont regardé de près, que ici, on a ce canal, là ça passe dessus, là ça passe dessous, et et bien vous voyez, l'autoroute, elle fait un grand détour. Et on a maintenu le partiteur. C'est pour vous dire donc que ces techniques hydrauliques, que l'on qualifie souvent d'empiriques, on dit aussi aujourd'hui on gaspille l'eau, mais ce sont des techniques quand même qui montrent la maîtrise de l'eau. Voilà d'un peu plus près ce même bassin donc, de partage du domaine du Merle. Vous voyez dessous donc les vannes où plusieurs fois par jour le garde va effectivement manœuvrer ces vannes. Alors, autrefois, le système de manœuvre était peut-être un peu différent. Le bassin de la Manon, ils avaient un principe avec des points de repère pour tourner. Et puis après, on a les légendes où on dit à l'agriculteur qui pouvait glisser la petite pièce dans la poche du garde, lui demander de faire un tour de plus. Bon, c'est pas vrai ça, ce sont les petites légendes là-dessus. Le canal de Craponne est un canal modèle. Quelques années après, sous la pulsion d'hommes politiques, on va construire par exemple le canal Boisgelin. Boisgelin, donc, qui est un physiocrate, quelqu'un qui comprend qu'il faut effectivement développer. Et là, il se dit, on a pu amener l'eau, allez, on va dire Salon, l'étang de Berre. Nous, on veut amener l'eau également sur la partie au nord des Alpilles. Et donc, ce canal Boisgelin va porter le nom à partir de 1791 au canal des Alpines, parce que sous la Révolution, les nobles, on n'aime pas trop ça. Hein? Donc, Boisgelin, c'était pas effectivement quelqu'un que l'on pouvait apprécier, et donc on a un arrêté qui parle des Alpines. Le dernier, le plus jeune, c'est le canal de la Vallée des Baux, il a connu beaucoup de déboires dans sa construction. La volonté de le construire, ça remonte pourtant au XVIIIe siècle. Et là encore,
ce sont des hommes, des notables qui ont insisté en disant il y a un intérêt économique. On a Jules Deys, par exemple, qui a été quelqu'un à la tête de Savonnerie sur Salon, mais ensuite il a été conseiller général, il s'est beaucoup investi. Le maire de Mouriès, Révoil aussi, qui a été ambassadeur à l'étranger. Ils se disent il faut qu'on fasse quelque chose et ils vont œuvrer, je résume en un mot, véritablement et mettre tous les moyens pour cela. Et le canal de la Vallée des Baux est très beau aussi avec ses ouvrages d'art, aqueduc, siphon, vous avez des passages en souterrain. Comme on a vu tout à l'heure, donc au Mont Sauvy, tout à l'heure je vous ai montré Orgon, effectivement c'est sous le Mont Sauvy qu'on a construit. Il y a encore les cintres en bois qui nous montrent les techniques de construction. Pourquoi construire un canal? Craponne donc a comme objectif premier les moulins. Son idée première, c'est d'amener de l'eau à Salon pour construire des moulins à farine essentiellement. Et il va être un de ceux qui va permettre la construction du moulin de 4 tournants, 4 trains de meules. Pourquoi? Parce que lorsqu'on avait des farines différentes, il fallait changer le système de meunerie suivant le type de grain. Si on a en place donc des trains de meules différents, eh bien les paysans pouvaient faire moudre leur farine au même moment. Quand je vous disais Craponne, un homme d'affaires, lorsqu'en 1554, il obtient d'Henri II l'autorisation de dériver l'eau de Durance, il fait signer devant notaire 67 personnes, des particuliers, en disant « Vous viendrez faire moudre votre grain à mon moulin. » Donc, il ne construit pas le canal pour rien. Hein. C'est un homme d'affaires aussi. Et on peut tout à fait le comprendre, c'est tout à fait légitime. Donc, l'idée des moulins, effectivement, c'est une idée majeure. Et l'usage des moulins à force hydraulique va très bien avec l'agriculture, parce que le moulin ne garde pas l'eau. L'eau ensuite continue, donc irrigation et moulin, c'est effectivement tout à fait complémentaire. Alors ce schéma vous montre que d'une manière générale, tous les moulins qui ont été construits sur le canal de Craponne, que ce soit de grands moulins, de grandes meuneries, comme le moulin des 4 tournants à Salon, ou sur la branche d'Arles, le moulin Saint-Victor. D'une manière générale, le principe, c'est ce qui est mis dans ce dessin, c'est-à-dire un système de rodé. L'eau, vous avez un béal, et vous avez donc un système de turbine, on dirait aujourd'hui, horizontale. Pas des roues verticales, pas des roues à aubes comme on voit par exemple sur les bateaux sur le Mississippi, hein, mais simplement donc des turbines qui au départ étaient en bois. C'est ce principe-là. Je vais en revenir pour Charleval justement. Alors, là, on avait crapahuté sous Lançon et à Salon, et on a vu quelques vestiges des dernières turbines dont je vous parle. Hein, c'est ce principe-là. Hein, là, elles étaient plus en bois, elles sont en fer. Et vous avez donc ici ce conduit qui permet d'amener l'eau et avec un système de sarrasine qui permet donc, une petite vanne, une sarrasine qui permet de conduire l'eau. Tous les moulins sur Craponne, c'est ce principe-là. Qu'il soit pour la farine ou qu'il soit pour les moulins à huile, parce qu'effectivement, on va avoir de plus en plus d'oliviers irrigués, donc plus d'olives, et on a des moulins qui vont être construits, ou que ce soit pour des activités industrielles. Dans l'acte de 1554, il le dit, il le fait écrire, dériver l'eau pour les arrosements, c'est le mot qui est employé, pour les moulins et engins d'eau. Alors, engins d'eau, ben, c'est des faits industriels. Et c'est vrai qu'on va avoir, dans le domaine textile, des moulins à parois pour parer le tissu, puis textile, puis dans le domaine des scieries qui vont avoir lieu, par exemple, sur Salon avec l'entreprise Lèvres. Alors là, c'est pour vous montrer, c'est sous Salon.
pour ceux qui connaissent cette personne, elle est très grande là, ce Stendhal qui est trésorier, secrétaire trésorier donc, de l'œuvre générale de Craponne. On est là, si vous voulez, à peu près au niveau de la mairie de Salon. Vous avez donc le canal qui passe dessous. Et Craponne a tout simplement utilisé, j'allais dire, les douves, tout ce qui existait pour faire passer l'eau du canal. Alors, je vais aller un petit peu vite parce que... Voilà. J'en arrive à cette belle aquarelle. Bien sûr, j'ai dit à Charleval, je vais leur mettre cette belle aquarelle-là qui va leur plaire. On voit Moulin de Charleval, on voit Martillère de Charleval, la vanne là, elle est fermée. Et puis, vous allez dire, oh, mais tiens, il y a une roue verticale, elle nous a parlé de roue horizontale et une roue verticale. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis beaucoup posé de questions, d'autant plus que à la médiathèque, ancien moulin, vous avez les traces contre le mur d'une roue verticale. Mais en réalité, ces roues verticales, elles ont été rajoutées souvent par la suite, souvent au XVIIIe siècle ou XIXe siècle, mais uniquement parce qu'elles ont moins de force en fait. Uniquement pour faire marcher des machines autres que les meules. Des blutoirs, par exemple, pour, on va dire, pour affiner la farine. Hein. C'est pour ça que les roues verticales, ce n'est pas l'axe majeur, enfin le fonctionnement majeur des moulins. Par contre, quand on veut montrer l'existence d'un moulin, on ne le voit pas si c'est dessous le bâtiment. Bien souvent, vous vous promenez, vous ne savez pas que vous avez un moulin, hein, parce que c'est dessous. Donc, l'idée majeure de cette aquarelle, ça a été de dire, bien, on va montrer qu'il y a un moulin en faisant une roue verticale, parce que ça parle beaucoup plus. Hein, c'est un petit peu comme dans certains documents où on voit des moulins, et c'est des moulins à vent, alors qu'il n'y avait pas de moulin à vent, mais on dit, tiens, ça fait passer un moulin. Donc, l'image est intéressante de ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'il me dit là, l'ordinateur? Rayon de celle-ci de votre liste, c'est quoi? Ça marche plus? C'est bien, voilà. Moi, je vous parle de choses qui marchent depuis 450 ans. Me le rappeler demain, d'accord? On va dire ça. Allez-y. Donc, les moulins, œuvre importante. 35 moulins. Donc là, on est au 19e siècle. Les moulins ont continué à véritablement avoir un rôle important et à fonctionner jusqu'au XXe siècle. Et alors, c'est assez curieux. Quant au 19e siècle, quand on parle du 19e siècle, deuxième moitié du 19e siècle, on pense révolution industrielle. Mais ici, dans notre région, c'est encore la force hydraulique qui joue un rôle important. C'est la période où on a le plus donc, de moulins pour des activités diverses. On voit par exemple sur Grance et Guerre comment le moulin à huile devient ensuite un lieu où on va produire des huiles, mais des huiles pas uniquement pour l'huile d'olive pour la consommation, mais des huiles également à des fins industrielles. On voit ce passage donc de l'artisanat à l'activité industrielle. Alors le moulin de Charleval. Le moulin de Charleval, il fait partie donc de ces moulins qui vont connaître une transformation pour la production d'électricité. C'est souvent, effectivement, de cette manière-là, que bon nombre de moulins, y compris celui des 4 tournants à Salon, qui va produire de l'électricité, pas une grande quantité, ça servait pour les boulangers de la ville. Et sur le moulin sur le moulin de Charleval, on disait, ah voilà, c'est ce que je cherchais à vous dire, un des registres des cotisations donc, de la fin du 19e siècle nous dit que le moulin produisait à peu près 8 chevaux vapeur, l'électricité produite au moulin donc médiathèque aujourd'hui. Ça a été effectivement une étape de transformation des moulins. Pour terminer sur les moulins, un moulin, qu'est-ce que c'est? C'est un site bien particulier où il y a une chute.
pourquoi on met une turbine? C'est parce qu'on a une chute donc, qui permet effectivement de produire donc, une force hydraulique. Ainsi, une chute, au moulin des 4 tournants par exemple, si le moulin a été mis là, c'est parce qu'il y a une chute de 10 mètres. Donc c'est quand même très intéressant. Donc pour en revenir à toujours ma dynamique de développement durable, ben aujourd'hui, pourquoi pas, sur certains lieux, on peut en transformer au niveau culturel lorsqu'on est au cœur du village comme vous l'avez fait, mais pourquoi pas installer des micro-centrales hydroélectriques, comme c'est le cas ici, non pas là sur le canal de Craponne, mais sur le canal du Congrès. Hein, donc c'est tout à fait faisable dans une continuité de développement durable. Alors sans les hommes au quotidien, eh bien il n'y aurait pas eu de continuité du canal de Craponne. J'ai pas fini. Les égadiers qui sont au cœur effectivement du système, et ça c'est une très vieille carte postale sépia, où on est justement à la prise endurance et où l'on voit comment les égadiers, je vous disais tout à l'heure, étaient prêts même à se jeter en pleine nuit pour essayer de récupérer donc les gabions qui partaient, les fascines. Il faut bien voir donc que c'est un travail qui était de longue haleine là-dessus. En 2 photographies, une que vous connaissez en bas à droite, puisqu'on est à la sortie de Charleval, où vous avez l'ancien tronçon, et qui depuis là, maintenant, étant donné qu'on prend le canal EDF, on a besoin de moins d'eau, et là, vous avez le déversoir dans l'ancien tronc commun. Une autre image, là, on est plus sur Salon, c'est pour vous montrer que ce sont donc des canaux en terre qui, bien sûr, ont nécessité un entretien. Parce qu'un des problèmes majeurs auxquels Craponne a été confronté, ça a été surtout l'entretien. Lui, il a créé, puis il était demandé de toutes parts, et il a laissé donc la gestion à ceux qui en étaient les usagers. Depuis 450 ans, bonjour messieurs, dames, depuis 450 ans, c'est effectivement l'entretien, la gestion des canaux qui a permis effectivement cette durabilité, comme on peut le voir. Je reviens un petit instant sur cette image pour vous montrer que bien souvent, en termes de gestion des canaux en terre, parfois des techniques assez simples, hein, vous voyez, de pieux, de fascines, permettent de maintenir les berges. Comme cela se fait sur les rivières, et bien là, il y a quelques années, les équipes donc, de l'œuvre générale de Craponne ont essayé par expérience de voir si ça pouvait être maintenu. Contrairement aux zones qui sont bétonnées, où aujourd'hui on rencontre les problèmes des algues notamment, là ça permet de maintenir, hein, sans rencontrer d'autres problèmes actuels avec les canaux en béton. Je passe toujours donc du passé au présent. Aujourd'hui, c'est vrai que les techniques ont peut-être changé. Regardez, vous avez là comment on peut effectivement nettoyer les berges, mais même si on est passé d'un travail manuel, et dans toute l'histoire du canal, on voit de manière régulière des équipes de travail qui sont souvent composées de ces saisonniers qui sont des paysans, parce qu'ils savent manipuler les instruments manuels, que ce soit la pelle, que ce soit ce qu'on appelait le coupeau-roumi, pour ceux qui comprennent. Tous ces instruments-là, ils savaient faire. C'est des équipes qui se retrouvaient d'année en année bien souvent et qui entretenaient le canal. Alors, ils entretenaient aussi le canal parce que le reste de l'année, souvent, c'était les paysans dont ils tiraient bénéfice si le canal était bien. Alors, il y a 2 éléments. Faucardage, curage. Faucardage, donc enlever les herbes, les cannes, tous ces excès d'herbes qui poussent le long des berges, et le curage. Alors le curage, c'est vrai qu'aujourd'hui, il se fait, mais de moins en moins, quoique le curage, c'est souvent maintenant des bouteilles en plastique, des déchets volumineux, hein. Je pense que vous en avez vu malheureusement. Le canal, pour certains, c'est une poubelle, mais enfin, ça a toujours existé.
Mais le curage était très important autrefois parce qu'on enlevait beaucoup de limon. Le limon venant de la Durance et qui a permis pendant des siècles aussi d'amender le sol. Si on regarde l'accro, sans cet apport de limon, l'accro, c'était les cailloux. Hein. On a eu un sol artificiel qui s'est créé. Et les spécialistes voient bien la différence entre des terrains anciens qui ont été amendés par les limons et ceux qui sont plus récents. Donc le curage, effectivement, est un élément important. Donc résultat, bien la construction du canal de Craponne 1 et de tout ce qui a été créé par la suite, c'est aussi tout un maillage de canaux et qui sont entretenus. Alors quand on dit c'est naturel, c'est pas si naturel que ça, c'est construit par l'homme, mais si on veut que ce soit pérenne, durable, c'est effectivement de l'entretien. Et aujourd'hui, d'ailleurs, l'élu à l'urbanisme que je suis rencontre bien souvent des problèmes dans les zones où on construit. Comment maintenir un réseau qui passe? Comment inciter le promoteur en disant « mais attendez, il faut quand même le maintenir » et expliquer le fonctionnement et mettre un certain nombre de limites. C'est assez difficile, malgré les règlements, mais on y essaye. Donc un maillage de canaux et un paysage donc qui a changé. Là par exemple vous voyez très bien à droite c'est vert, c'est pas naturel, c'est l'irrigation, et à gauche c'est sec. Hein. Tout à l'heure je vous ai montré un très vieux plan, voilà la suite, pour vous dire que alors c'est, je vous ai dit, 17e siècle. On voit donc sur ce très beau plan donc le canal de Craponne, donc il suit là les courbes de niveau. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà à l'époque, on matérialise par ces petits dessins les productions. C'est-à-dire qu'on va rentrer grâce à l'eau dans des cultures spéculatives. Alors ici vous avez Arles, donc vous voyez les cailloux, la croix, le sec, et puis vous voyez tous les oliviers qui vont être plantés. Hein, et qui vont être plantés et qui vont permettre surtout de réguler l'absence d'eau de l'été, de maintenir, donc même si on dit que l'olivier pousse au sec, vous apportez de l'eau, vous permettez donc aux olives de ne pas sécher et donc d'avoir de l'huile plus facilement. Comme on le voit ici, dans ce beau verger, là c'est sur la vallée des Baux, vous avez au premier plan une vanne pour la distribution de l'eau. L'irrigation, c'est l'irrigation par le système d'arrosage gravitaire, par submersion. Comme on le voit ici, ou encore irrigation à l'arrêt, comme on le voit sur ces images, pour vous montrer quoi que Charleval, Malemort, Alens vont connaître, donc grâce à l'eau, un développement d'une agriculture maraîchère. Et si on a, jusqu'à une période récente, des marchés importants, je pense à Malemort, le marché au Clos ou à Cavaillon plus loin, c'est effectivement grâce à l'irrigation que nous avons eu donc une agriculture aussi importante qui bien sûr après va se développer grâce au chemin de fer qui permettra l'exportation. Alors la gestion des canaux, dès le début, 1571, Craponne occupé, comme je vous l'ai dit, un petit peu partout sur des chantiers, eh bien il va créer, laisser son œuvre à ceux qui sont les usagers. Quand on parle de l'œuvre générale de Craponne, nous sommes aujourd'hui en 2017. Et M. Escher, qui fait partie de ceux qui y travaillent, c'est qu'aujourd'hui, c'est la compagnie de Craponne. Alors le mot, il n'est pas innocent. Hein, on a réfléchi longuement comment l'appeler aujourd'hui, parce que lorsqu'en 1571, le notaire Aixois, maître 4 bar, décide donc de créer cette association, la loi des associations de 1901, elle n'existe pas encore, hein, et pourtant, il va créer une structure où les usagers vont devoir travailler ensemble. Deux lieux importants. Un, la maîtrise de l'eau en Durance et la gestion de tout ce qu'on appelle la branche mère, le tronc commun. Ils ont tout intérêt. Ils sont Antoine de Cadenet, qui est le
parents d'ailleurs avec Craponne. Il possède le moulin, Frédéric de Craponne, son frère, Lançon. Donc vous voyez tous les principaux lieux du canal. Ils deviennent, eux, ceux qui sont à la tête de cette société. 2017, l'œuvre générale de Craponne existe encore. Elle devient la compagnie de Craponne dans la gestion pour être, j'allais dire, une structure qui puisse faire appel à des aides publiques. Elle a besoin d'avoir eu quand même un lifting au bout de quelques siècles. Mais c'est le même principe. Et on a dit compagnie parce que dans le texte de la création de l'œuvre générale de Craponne, on parle de communion, on parle de compagnie. Et donc on a repris le même élément. C'est pour dire que c'est une gestion collective. Cette gestion, elle est collective. Et pour vous montrer cette gestion collective, je vous ai présenté cette carte. Là, vous avez sur Charleval. Donc aujourd'hui, vous avez, dépendant donc, de l'œuvre générale de Craponne, devenue compagnie de Craponne, vous avez donc plusieurs associations. On a un système en fait très hiérarchique. L'œuvre générale de Craponne, et puis à l'intérieur, vous avez les arrosants de la Royère, des arrosants donc de Charleval et de Bonneval. Et pour tout le reste aussi, vous voyez donc une succession. Alors, ce sont des ASA, ce sont des associations de propriétaires. Aujourd'hui, on a modifié également. L'eau, elle est donc partagée. Cette eau de Durance que Craponne a eu l'idée d'aller chercher, c'est une eau partagée. Et quand on parle de partage de l'eau, vous savez qu'il peut y avoir des conflits. Campagnol crée Manon des Sources. Quand vous voyez « je veux mon eau », c'était pas de la fiction. Pour ceux qui connaissent aujourd'hui encore, c'est un peu le quotidien. Les gardes affrontent encore aujourd'hui des agriculteurs parfois qui peuvent être un peu vifs dans leur langage et qui veulent dire aussi qu'ils veulent leur eau. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé sur l'œuvre de Craponne, c'est que j'ai ouvert des armoires avec des dossiers de conflits, mais c'est intéressant justement. C'est de se dire quand on se bat, c'est qu'il y a un intérêt véritablement. Et ces conflits nous montrent justement l'importance du droit d'eau. Et en 1907, tout à l'heure je disais, il y a des périodes de réchauffement, des périodes de sécheresse. En 1907, pour la Durance, on se dispute pas mal entre les Vauclusiens, d'un côté, et ici les Bouches-du-Rhône. On se dispute parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et donc, on va créer la commission exécutive de Durance pour essayer de mettre un petit peu de l'ordre là-dessus, de réguler l'eau. Alors, quand je vous avais dit tout à l'heure, l'eau elle a été mise surtout pour les moulins, c'est vrai. Et jusque, on va dire à la fin du 19e siècle, la priorité, c'est les moulins. Mais après, lorsqu'on a la concurrence de tous les moulins marseillais, par exemple, les meuneries, c'est l'agriculture qui devient une priorité. Et donc, en 1907, on va essayer par cette commission qui est composée de membres représentant le Vaucluse, mais également les gestionnaires des Bouches-du-Rhône, on va créer donc un lieu où on va échanger. Et aujourd'hui, la commission exécutive de Durance rassemble toujours les gestionnaires, gère les périodes de crise. En 2007, il y a eu une période de crise grave. Ils ont mis en place des moyens pour essayer de gérer au mieux donc l'eau pour pas qu'il y ait de gaspillage. Alors vous savez que depuis la création du canal EDF, l'eau donc elle est prise à certains lieux au niveau du canal EDF, mais à ce moment-là, le ministre de l'Agriculture a quand même défini 200 millions de mètres cubes d'eau qui est la réserve pour le monde agricole. Donc aujourd'hui encore, même si on avait parlé d'eau à suffisance, on est dans cette gestion. Et dans cette gestion, au mieux, de l'eau sans qu'il y ait des gaspillages. Cette dernière diapositive donc, de la Chambre d'agriculture vous montre donc notre région avec cette maîtrise d'eau.
donc s'il y avait deux éléments à retenir pour moi dans cette longue durée, c'est d'une part qu'on s'inscrit vraiment dans la longue durée. Hein, comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est passé d'une turbine en bois avec des systèmes un peu plus sophistiqués, mais c'est le principe reste le même. Un moulin, c'est une chute, on peut faire de l'électricité, donc on peut être sur la longue durée. Et deuxièmement, c'est aussi que l'intérêt de chacun, mais passe par un intérêt quand même collectif. C'est une gestion collective. Et pour vous dire que sous la Révolution, sous l'Empire, Napoléon, il s'est occupé de tout, hein, on le sait bien, on a laissé finalement tout cela aux gestionnaires. Hein. Et les gestionnaires qui sont les usagers de l'eau sont souvent les plus à même de savoir ce qui convient. Hein. Même les périodes étatiques, donc, n'ont pas remplacé une gestion collective des usagers du canal. Voilà, je crois que je suis allée un petit peu trop long. Là, j'ai dépassé peut-être le temps. Il va y avoir l'inauguration. Si toutefois vous aviez des questions, je peux être à même d'y répondre. Je vous remercie.